Quand on regarde l'histoire sur des centaines ou même des milliers d'années, on observe qu'il y a des constantes, des phénomènes qui reviennent de manière récurrente et qui produisent des résultats similaires. On voit des civilisations et des sociétés émerger, puis disparaître. Et si vous avez parfois l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal et qu'actuellement la tension est palpable, il faut savoir que vous n'êtes pas complètement fou. En fait, il y a des modèles historiques et même mathématiques qui permettent de spéculer qu'après des années de paix et de prospérité relative, le monde soit entré dans une nouvelle phase, une phase inévitable après les beaux jours, celle de la décadence. On a tendance à voir l'histoire comme une évolution linéaire qui va toujours vers le mieux, comme si on était l'aboutissement du progrès de l'humanité. Mais si l'histoire était plutôt cyclique? Déjà à l'Antiquité, le philosophe Platon considérait que chaque régime politique débouchait sur un autre, dans un enchaînement inéluctable et répétitif, un peu comme si le destin des peuples était, d'une certaine manière, écrit d'avance. Selon lui, la démocratie dégénérait nécessairement en tyrannie, un déséquilibre à la fois. Aujourd'hui, les historiens se posent la question, est-ce qu'il est possible qu'on approche d'un point de bascule? D'abord, la démocratie est instaurée, les choses vont bien, le peuple est roi et maître. Puis l'irrationalité des masses et la mentalité tribale prennent le dessus. On réalise que la majorité n'est pas aussi sage qu'on le croit. Elle est sanguine, impulsive, influençable et égoïste, défendant ses intérêts d'abord avant ceux de la nation. On se met donc à vouloir un homme fort, quelqu'un pour ramener l'ordre et rendre les choses telles qu'elles étaient avant, ramener la grandeur. Inévitablement, le pouvoir trop grand d'un seul homme devient tyrannique, corrompu, et finit par être renversé par les élites voulant reprendre leur influence perdue. Ultimement, les masses se soulèvent pour rétablir la démocratie et redonner le pouvoir au peuple. On peut observer ce cycle à plusieurs moments dans l'histoire, durant les dynasties chinoises, l'Empire romain, la Grèce antique, la France révolutionnaire ou encore la montée de Donald Trump. S'extraire de cette logique cyclique en pensant qu'on est trop bon pour ça ou que cette fois-ci c'est différent, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Trop souvent dans l'histoire, c'est seulement après coup que les sociétés s'aperçoivent que le mal est déjà fait. Et philosophiquement parlant, tout ça nous amène à un endroit fascinant. Il existe aujourd'hui dans le domaine historique une discipline qui, grâce à des modèles mathématiques, réussit à dégager des lois générales de l'histoire pour prédire la suite des événements. Autrement dit, on établit les facteurs communs entre les cycles du passé pour prédire ceux du futur. Après 10 000 ans d'humanité moderne, on a toute une banque de données sur la montée et le déclin des grandes sociétés. Bien, si on se fie à ces historiens prévisionnistes, le monde serait sur le point de vivre un moment charnière, la fin d'un de ces grands cycles. Historiquement, il y a 3 phénomènes qui précèdent normalement ce qu'on appelle une période de convulsion. D'abord, la surproduction des élites. Un exemple explicite serait l'Arabie saoudite, où il naît chaque jour plus de membres de la famille royale qu'il est possible d'en soutenir. Dans le monde occidental, on pourrait évoquer le nombre démesuré d'avocats et de diplômés universitaires qui sont désormais de plus en plus exclus de l'élite. Deuxièmement, un déclin du niveau de vie du peuple. Alors que les sociétés avancées sont plus riches que jamais, l'écart de richesse n'a aussi jamais été aussi grand entre les élites et les classes défavorisées. Finalement, le dernier phénomène qui précède les grandes convulsions est celui des finances publiques insuffisantes pour maintenir la stabilité économique. On a vu à quoi ressemble la culmination de ces 3 tendances il y a 150 ans avec la guerre de sécession américaine, il y a plus de 200 ans avec la Révolution française. Et maintenant, regardez nos sociétés actuelles. Est-ce qu'on ne reconnaît pas les mêmes indices? Une classe moyenne de plus en plus importante qui aspire à intégrer l'élite, qui rêve de posséder son niveau de richesse, mais qui se bute à un establishment qui la repousse et qui s'accroche à ses privilèges exclusifs. Il est difficile de ne pas faire de parallèle avec notre époque. Lorsque la création de la richesse est concentrée en haut de la pyramide, que les gens payent leur carte de crédit avec une autre carte de crédit, qu'ils se sentent aliénés dans le système et qu'ils s'enlisent tranquillement dans la misère, c'est plus qu'un simple problème de consommation.
On assiste à des États qui tentent de maintenir sur le respirateur artificiel un système épuisé et de maintenir la stabilité, de préserver l'ordre. Des États qui pigent dans les finances publiques et qui s'endettent massivement comme s'il n'y avait pas de lendemain pour éviter une révolte populaire. On assiste à ce triste spectacle depuis des années, mais aujourd'hui la situation s'accélère et on a l'impression que la marmite va exploser. La COVID et les mesures de confinement ont poussé des millions de personnes dans la précarité, accélérant drastiquement les phénomènes démographiques qui, dans l'histoire, déclenchent les révolutions. Le ressentiment envers les gouvernements et les institutions est palpable. Maintenant, à quoi s'attendre? C'est là que la question devient délicate. Quand on regarde les précédents, le changement de cycle se déroule souvent de manière violente. On peut essayer de faire quelque chose pour l'éviter, mais les solutions sont un peu irréalistes. Comment faire pour produire moins d'élite? Restreindre l'accès à l'éducation supérieure? Mais à qui? Certains parlent d'un revenu minimum garanti pour endiguer la pauvreté. Mais pour ça, il faudrait augmenter les taxes et les impôts, sans quoi c'est l'État qui s'endette, et on revient à la case départ. C'est un peu pourquoi le principe est étudié depuis la Grèce antique. Il semble que le cycle est plus fort que nous, qu'il est inéluctable, et c'est précisément cette impuissance qui est décrite par les historiens prévisionnistes. Les outils à notre disposition nous permettent de voir très clairement le mur vers lequel on fonce, mais ne nous permettent pas de l'éviter. Il y a peut-être un message derrière tout ça, un message d'humilité devant notre condition humaine. Derrière l'impuissance se cache peut-être une forme de nécessité. Après tout, il s'agit d'un cycle normal, presque naturel, un cycle de naissance, de vie, de mort et de réincarnation, qui permet de redonner un second souffle à une civilisation épuisée. Le climat toxique dans lequel on vit ou être en désaccord sur un enjeu équivaut presque à une déclaration de guerre. Est-ce qu'on souhaite pas tout le monde que ça cesse? Est-ce qu'on souhaite pas redessiner ensemble les contours d'une société plus vivable et plus libre à la fois? Une période de crise signifie pas nécessairement l'apocalypse. De tous ces cycles, l'humanité est sortie intacte, plus forte même. D'autres sociétés ont vécu des périodes de crise et y ont survécu, pour le meilleur et pour le pire. Les 10 prochaines années risquent d'être une période de turbulence pour l'espèce humaine. Dit comme ça peut avoir l'air menaçant. Mais quand on comprend la nature cyclique de la civilisation, les hauts, les bas, la force invisible qui anime les sociétés et qui les pousse chaque fois au même point de rupture, c'est aussi une notion profondément réconfortante. C'est un rappel que si les événements sont parfois incompréhensibles, aléatoires, la trajectoire de l'humanité, elle, reste relativement prévisible. Les humains sont des humains. Peu importe le roi, le président ou le système qui justifie le pouvoir en place, inévitablement le pouvoir revient toujours à sa source, le peuple. Acceptons la période de bouleversement pour ce qu'elle est, un mélange de rupture et de continuité. On ne connaît pas encore le prix à payer pour des changements de la sorte, c'est vrai, mais on ne connaît pas non plus les possibilités qui vont s'ouvrir à nous après la tempête. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Si vous croyez que ce qu'on fait est important et que vous voulez nous aider à produire plus de capsules du genre, vous pouvez devenir membre exclusif de 7 jours sur Terre et débloquer une tonne de contenu exclusif, dont une émission entière à chaque semaine où on revient ensemble sur les grands dossiers de l'actualité. Pour devenir membre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton « Rejoindre » ou « Adhérer ». Ça commence à seulement 99 sous par mois et chaque petit coup de main est apprécié.